Au mois d'octobre 2014, le Conseil fédéral, sur proposition d'un groupe d'experts, a désigné le design graphique et typographique suisse parmi les 8 traditions vivantes qui feront l'objet d'une candidature auprès des listes du patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. Pour bien comprendre ce que justifie l'inscription du design graphique et typographique dans cette liste, à côté par exemple des savoir-faire de mécanique horlogère, de la fête des vignerons à Vevey ou du yodel, et pour bien saisir de manière plus générale les raisons pour lesquelles le graphisme suisse jouit aujourd'hui d'une aussi bonne réputation au niveau international, il faut sans doute remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à l'apparition de techniques et de pratiques nouvelles qui ont donné lieu à des créations graphiques novatrices, volontiers réunies sous l'appellation de style suisse ou style international. S'il s'agit bien sûr d'adopter une certaine prudence à l'égard de cette notion de style suisse, qui tend d'ailleurs à réunir sous une même étiquette une production parfois assez diversifiée, il est néanmoins vrai que beaucoup de travaux de cette époque, et je montre ici une affiche de Joseph Müller-Brockmann pour une campagne de prévention routière, et une affiche d'Armin Hoffmann pour une représentation du ballet Giselle, deux graphistes majeurs issus respectivement des écoles de Zurich et de Bâle, les deux principaux pôles pour la pratique et l'enseignement du graphisme à cette période. Il est néanmoins vrai, disais-je, que beaucoup de travaux de cette époque se démarquent par un certain nombre de traits caractéristiques. Emploi de caractères sans empattement, jeu de symétrie et asymétrie dans l'articulation des divers éléments du plan, utilisation de la grille pour la composition typographique et de la photographie pour l'illustration. Au même moment, de nouvelles polices de caractères conçues en Suisse connaissent un succès planétaire, à l'image de la très célèbre Helvetica de Max Miedinger. Elle a même fait l'objet d'un film et d'une exposition au MoMA de New York. Et à l'image de la non moins célèbre Univers d'Adrian Frutiger, qui figure même sur la première page de la brochure présentant les 8 traditions vivantes justement retenues par le Conseil fédéral. De nombreux graphistes et typographes, enfin, quittent le pays, participant ainsi à la bonne diffusion du graphisme helvétique à l'étranger. Parmi eux, et comme le rappelle l'actuelle exposition du Museum für Gestaltung de Zurich, intitulée « Les Suisses de Paris, graphisme et typographie », que je vous invite à visiter et que je me réjouis moi-même de découvrir, elle a été vernie il y a seulement 2 semaines, certains choisissent de s'installer dans la capitale française. C'est notamment le cas d'Adrian Frutiger, que je viens de mentionner, et c'est également le cas de Gérard Riffert, graphiste bâlois, qui, âgé d'à peine 20 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'en va seul, à Paris, taper à la porte des affichistes français dont il admirait le travail. C'est à lui, vous l'aurez compris à la lecture de mon titre, que j'ai consacré mon mémoire. Mais pourquoi, vous demanderez-vous peut-être, me suis-je intéressé à Gérard Riffert en particulier ? Que viennent faire les expositions, et à plus forte raison les expositions mobiles, dans le titre de mon travail ? Et qu'est-ce exactement qu'une exposition mobile ? La réponse à cette dernière question est assez simple à donner. Une exposition mobile est une exposition que l'on visite à l'intérieur du véhicule dans lequel elle est conçue, sur le modèle, si l'on veut, des bibliobus. Quant aux 2 premières, elles sont en vérité liées. Car graphisme et exposition, et ce depuis bien avant les années 50, entretiennent en fait des rapports très serrés. Différents graphistes et typographes, notamment en Allemagne à la fin des années 20, se mettent à réaliser la scénographie de toute une série d'expositions artistiques, mais également commerciales ou pédagogiques. Or, cette prise en charge par les graphistes de la scénographie de l'exposition, qui était auparavant plutôt l'affaire des architectes, intéressera plus tard de très près un certain nombre de graphistes en Suisse, et en particulier Gérard Riffert, qui, à côté de la création d'affiches et de prospectus, à côté de la photographie ou du design d'objets, fait de l'exposition une véritable spécialité. Mais revenons, si vous le voulez bien, en 1949, année durant laquelle le jeune Gérard Riffert rejoint la France. Fraîchement diplômé et très impressionné par une exposition consacrée aux graphistes français contemporains qu'il découvre à Bâle la même année, il décide de partir, catalogue de l'exposition en poche, les retrouver à Paris. Au fil des rencontres, qui deviendront plus tard des amitiés, il finit par intégrer une équipe d'architectes, de graphistes et de photographes travaillant à la réalisation d'une grande série d'expositions mobiles. Financées par les États-Unis, elles font la promotion du plan Marshall, ces programmes d'aide que l'administration américaine met en place en Europe après la guerre, et sillonnent le vieux continent au sein des camions et des péniches qui les transportent, et des trains également. Ces expositions, qui constituent la première véritable activité professionnelle de Gérard Riffert, durent 2 ans, après lesquels les États-Unis finissent par geler les financements et licencier les équipes. Gérard Riffert retourne alors à Bâle, où il est engagé sur le champ par l'entreprise pharmaceutique Geigy, ancêtre de l'actuel Novartis, pour réaliser, cette fois lui-même, une nouvelle campagne d'exposition mobile. Notre graphiste prévoit 2 camions, le premier abritant l'exposition à proprement parler,
Le deuxième, un cinéma, qui traverse les villes et les villages helvétiques dans le but de faire la promotion des insecticides, des pesticides et autres produits chimiques commercialisés par l'entreprise bâloise. Lorsque j'ai rencontré Gérard Riefert à Paris, et qu'après avoir déjeuné ensemble, il m'a invité à poursuivre nos discussions chez lui, étalant sur la table de son salon des dizaines de documents, de plans et de tirages photographiques datant de ses premiers pas de graphiste dans la capitale, le récit de sa participation à ces deux grandes campagnes d'exposition mobile m'a fasciné. D'abord, parce que d'assistant dans une équipe dirigée par des architectes à véritable concepteur d'une exposition mobile, Gérard Riefert, à travers ses deux premières expériences professionnelles, me paraissait littéralement incarner le phénomène de la montée en grade des graphistes dans le champ de l'exposition. Et ensuite, parce que l'idée même de réaliser des expositions mobiles dans des véhicules qui traversent le monde à la rencontre de leur public soulevait des questions qui m'intriguaient au plus haut point. Quel était l'intérêt d'organiser des expositions mobiles? Qu'est-ce que les millions de personnes qui les visitaient allaient-elles y chercher? Et comment ces expositions conservaient-elles de leur intérêt face à la concurrence et à l'essor contemporain des masses médias? Ce n'est évidemment pas ici le lieu ni le temps de débattre de toutes ces problématiques, qui dépassent d'ailleurs largement le cadre brossé ce soir. Pour ma part, elles présentent en effet un intérêt qui va au-delà des éléments que je vous ai présentés, puisqu'elles sont maintenant au cœur de mon travail de doctorat. Je n'en ai donc pas fini de rechercher, d'interroger, d'analyser ces différentes formes que peut prendre l'exposition, imaginée par des graphistes, des architectes, des designers, des curateurs, des artistes de tous les horizons, des années 50 aux années 2000. Car même aujourd'hui, dans un paysage médiatique encore plus dense, l'exposition mobile ne semble toujours pas avoir perdu de son intérêt, bien au contraire. J'en prends pour exemple la mise en circulation par le Centre Georges Pompidou, en 2013, à Paris, du Centre Pompidou Mobile, ou la réalisation encore plus récente, à Genève l'an passé, du Voyageur, exposition itinérante organisée par le MAMCO, dans une structure conçue par l'artiste genevois Fabrice Gigi. En définitive donc, et vous l'aurez compris, beaucoup reste encore à être écrit sur l'histoire de l'exposition, itinérante ou non, et sur celle du design graphique, helvétique et d'ailleurs, tout comme il resterait, à mon sens, beaucoup à écrire sur Gérard Riefert, figure jusqu'ici trop peu connue dans le champ du graphisme suisse, mais dont l'importante contribution à l'histoire de la discipline mériterait assurément d'être retracée, étudiée et réfléchie à de nombreuses reprises encore dans le futur. Je vous remercie.